Merci Yannick. Bonjour à tous. Je suis Hélène Azevedo. Je suis responsable marketing dans la tech depuis une vingtaine d'années. Et il y a 2 ans, j'ai travaillé dans le secteur de l'éducation et j'ai rédigé récemment et publié une thèse en début d'année qui traitait des technologies dans le rôle de l'enseignant en élémentaire. Pardon. Donc, c'est dans cet axe-là que j'interviens aujourd'hui et je suis heureuse de l'invitation. Merci encore Yannick. Stéphane? Bien, bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Diebol, je suis président de la FEN, qui est l'Association nationale des responsables de formation. On est un peu plus de 10 000 sur l'ensemble du territoire et ensemble, on essaye de partager, d'échanger, de réfléchir ensemble et de travailler sur la prospective. Et c'est à ce titre-là où effectivement le formateur est important de savoir qu'est-ce qu'on va en faire quand on sera grand, plus tard, d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, on le voit bien, deux cultures, deux regards différents. L'une qui va nous parler plutôt de l'enseignant, l'autre qui va nous parler plutôt du formateur. Et pourtant, c'est même dans l'essence même du Learning Show, on se dit que les préoccupations de ces deux corps professionnels sont les mêmes, puisque on le voit. Encore plus que depuis ces 25 dernières années, avec ce qui vient de se passer cette année, on s'est bien rendu compte que la formation en ligne, la formation à distance, on va peut-être revenir après sur tous ces mots parce qu'on parle de digitalisation, mais finalement, c'était quoi cette mise à distance des élèves? Quelle est la place pour les enseignants? Quelle est la place pour les formateurs? Est-ce que les préoccupations sont d'abord des préoccupations de technique ou comment ces enseignants et ces formateurs peuvent trouver leur place? Alors, une première question tout de suite. Est-ce que, parce que ça fait partie vraiment des préoccupations des formateurs et d'enseignants, est-ce que demain, on va se retrouver éjecté et remplacé par la technique, puisque le savoir est en ligne et les élèves, les apprenants peuvent apprendre tout seuls. Donc, à quoi peut-on encore servir en 2021 pour aider des élèves à apprendre, à se former? Hélène? Alors ça, c'est le sujet principal et c'est la question que je me suis posée quand j'ai décidé de traiter la technologie pour les enseignants parce que oui, tout le monde disait, beaucoup d'articles disaient l'enseignant sera une IA demain. Il y a plein d'exemples en Chine qui montrent l'importance de ces technologies et comment elles sont utilisées pour accompagner les apprenants, les élèves. Néanmoins, le rôle de l'enseignant, et c'est la conclusion de la thèse, il est essentiel. C'est lui qui fait passer l'envie d'apprendre et juste cet élément-là, il ne peut être donné par personne d'autre que l'individu. Néanmoins, il doit apprendre à évoluer dans le monde d'aujourd'hui et la part des technologies est très présente. Et alors pour le formateur, pour toi Stéphane, qu'est-ce qu'il en est? Comment un formateur peut-il trouver aujourd'hui sa place? Je crois que on n'a pas de réponse précise parce qu'en fait, on aura la réponse après. Voilà, donc c'est ça le problème de la prédiction, c'est qu'on le sait après. Néanmoins, ça crée une vraie angoisse auprès des formateurs, des enseignants, et c'est légitime parce qu'ils se disent, ils ne sont pas plus limités que les autres. Donc ils se disent que si finalement on enregistre leur cours une fois, finalement, pourquoi pas le reproduire à l'identique avec la scalabilité et finalement à quoi ils servent et comment, une fois qu'on aura payé à la fois les droits d'usage et les droits d'auteur, finalement, à quoi ils servent. Et donc, ça nécessite de réinventer des écosystèmes. C'est une vraie chance à condition qu'on forme les formateurs à découvrir comment est-ce qu'ils peuvent être acteurs de leur formation. Et il y a des outils passionnants dont la technologie fait partie, mais pas simplement. C'est surtout un problème culturel où il faut qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils reprennent, qu'ils se réapproprient l'action. Et ce n'est pas forcément évident dans des grosses structures où ils ont l'habitude par exemple, qu'on leur donne des pédagogies, qu'ils animent, et d'un seul coup, ils vont devoir travailler sur 3 gros chantiers qui sont l'expertise, la connaissance, qui bouge énormément, la pédagogie avec les nouveaux supports qui sont à disposition. Est-ce qu'il faut faire des stories apprenantes, par exemple? Et puis après, l'animation, c'est-à-dire comment j'incarne tout ça. Voilà, 3 gros chantiers qui devront incarner et qu'une personne toute seule, et c'est ça la chance si on a des indépendants, une personne toute seule peut faire de très, très belles choses. Il y a de très beaux retours d'expérience. Alors, dans les années 90, on ne parlait pas de digitalisation. On parlait de centres de ressources pour que les apprenants puissent se former avec des classeurs,
avec du papier et qu'ils puissent à leur rythme, avec des ressources qui étaient aussi bien des livres ou des ressources produites par les formateurs, se former à leur rythme. On parlait d'individualisation, on parlait de personnalisation, et déjà, cette question de la place du formateur était posée. Qu'est-ce qui a changé depuis 25 ans? Est-ce qu'on est toujours confronté aux mêmes questions ou maintenant il y a ce mot de digitalisation, de numérisation? Est-ce que ça change réellement quelque chose? Alors, d'un point de vue de l'enseignant, c'est vrai que les plans numériques, ils ont accompagné cette digitalisation ou l'arrivée de la technologie en salle de classe. Les enseignants, pour en avoir rencontré plusieurs, utilisent déjà on va dire, les Internet pour aller s'informer, pour aller préparer leurs séquences pédagogiques, questionner leurs collègues. Donc, ils ont déjà, de ces dernières années, créé des réseaux d'enseignants pour avancer ensemble dans les nouvelles techniques et les nouvelles technologies. Néanmoins, clairement, en mars dernier, jeudi après-midi, 16h30, quand on apprend que l'école va fermer le lundi, c'est un peu la pagaille, on peut les comprendre. Donc, il est certain que cette pandémie, elle a changé, elle a rendu obligatoire la nécessité de se repenser et de repenser sa transmission du savoir. Ça, c'est d'un point de vue de l'école. Alors, du point de vue, alors moi je suis tout à fait d'accord, le confinement a été un basculement, une accélération, d'abord une sidération parce que les gens se sont dit qu'est-ce que je fais, comment ça fonctionne, et que la formation en France est assez classique, elle ne bouge pas beaucoup, et donc elle avait ses habitudes. Quand tu parles de ce qui se passait dans les années 90, on pourrait monter, la France avait un atout extraordinaire avec le CNED, qui a fêté ses 80 ans, donc c'était en termes de distanciel, c'était une plateforme magique, mais on s'aperçoit que le CNED n'a pas profité du numérique pour entrer dans le numérique, apporter sa plus-value, son expertise, et ils se sont bureaucratisés, pour le dire clairement. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, il n'y a pas eu ces efforts-là. Avec, pareil, quand on voit le numérique dans les entreprises est apparu avec les années 80, quand le PC, le personal computer en 81, le Macintosh qui a suivi, autrement dit, chacun avait son poste de travail. Et donc, s'il y a des personnes un peu âgées qui nous suivent, c'était quand on avait nos disquettes un peu souples sur lesquelles on rentrait. Et donc, on a développé le one-to-one, ce qui était une logique très bien dans le XXe siècle. Simplement, effectivement, le one-to-one, plus personne n'en voulait. On trouvait que c'était nul parce qu'il n'y avait pas d'interaction, hormis avec la machine. Et donc, on disait le numérique, c'est nul. Et c'est pour ça qu'on garde cette idée de dire j'aime pas le numérique. Alors qu'en fait, depuis 93 et puis depuis le 21e siècle, on est rentré dans des communautés apprenantes, donc on apprend seul ensemble. Donc il y a des nouvelles pédagogies, et aujourd'hui, bon, il y a pas mal de littérature dessus. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on n'avait pas mis en œuvre cette littérature. On disait, comme on aime bien faire en France, il faut faire, on doit faire, il faudrait y réfléchir. Et puis depuis 20 ans, depuis le 21e siècle, on y réfléchit, mais on n'agissait pas. Et le confinement a eu cette chance, c'est qu'on s'est dit, d'un seul coup, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'est lancé sur ce qui paraissait le plus compatible avec ce qu'on sait faire, ce sont les classes virtuelles, et on s'aperçoit qu'on peut franchir le cap, et vu que des outils sont assez ergonomiques aujourd'hui, finalement, tout le monde, avec plus ou moins de succès, s'est lancé dessus, avec plus ou moins aussi d'accompagnement. On se retrouve avec Zoom, la première fois, ce n'est pas évident, c'est du stress, et donc ça nécessite sur les corps intermédiaires, non pas simplement de se dire, est-ce qu'on va vers le numérique? La réponse est oui, mais comment on y va? Est-ce qu'on laisse chacun des formateurs y aller tout seul, ce qui s'appelle de la violence organisationnelle, débrouillez-vous, quoi, on compte sur vous, quoi, grosso modo, ou est-ce qu'on les accompagne, on peut faire des learning labs, enfin, il y a plein de possibilités. Qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on va créer les formes de la formation de demain? Alors, pour vous, quels sont les leviers pédagogiques justement que les enseignants ou que les formateurs peuvent utiliser? Parce que c'est quoi les points de vigilance? Comment trouver sa place? Est-ce que l'on peut parler du temps de préparation avec toutes ces phases de conception? Ou
les questions d'ingénierie pédagogique. Et je voudrais qu'on puisse clairement identifier c'est quoi l'ingénierie pédagogique qui va utiliser le numérique. Ça demande quelles nouvelles compétences, ça demande de se préparer, ça demande de maîtriser tout un tas d'éléments qui sont absolument nouveaux pour les enseignants ou pour les formateurs. Donc, je voudrais d'abord qu'on parle de ça. Et après, on va parler de ce qui se passe pendant la relation pédagogique, pendant le déploiement des séquences, que ce soit avec les élèves ou que ce soit avec les apprenants, quels qu'ils soient. Donc, cette ingénierie pédagogique, est-ce que c'est quelque chose qui est particulier? Est-ce que c'est quelque chose qui demande des compétences particulières? Comment est-ce qu'on peut se préparer à ça? Est-ce que, Hélène, toi, tu as des réponses à ce niveau-là? Alors, la réponse, forcément, il faut se préparer. Forcément, ça demande du travail. Forcément, ça demande de repenser comment on va le délivrer. Je vous donne un exemple. Mon fils, CE1 l'année dernière, il apprenait les sons. Et la maîtresse, donc c'était un cours sur les sons, des exercices, le et en classe, elle le ferait à l'aide de son TNI, tout simplement. Comment elle a fait cette fois-ci? Parce que y avait un écran. Elle s'est tout simplement prise en vidéo dans sa maison avec un écran et elle a expliqué le son avec les petits temps de pause pour que les enfants puissent réfléchir à ce son en posant des questions pour permettre aux enfants de prendre leur écran. Donc oui, on va dire la dynamique qu'elle a créée lors de cette séquence pédagogique, en quelque sorte, cette leçon, elle a été révisée, reprise et retravaillée parce que à cette période-là, il y avait un écran et il y avait cette nécessité de, malgré tout, faire passer une connaissance aux élèves de la classe. Donc, je voulais partager cette expérience parce qu'il remet bien il montre bien l'importance de repenser en effet son message et comment on le présente devant un écran. Alors Stéphane, l'ingénierie pédagogique, Alors, sacré défi. Alors c'est un sacré défi culturel et intellectuel. C'est-à-dire que la formation est assez bien construite, on a nos habitudes, on a une imputabilité. Je rappelle que l'imputabilité a disparu en 2015. C'est-à-dire qu'on ne donne pas une forme de la formation. Donc, ça veut dire qu'on donne une liberté aux formateurs pour dire « formez comme vous voulez, tout est bon ». Enfin, bien sûr, il y a une façon de faire, mais tout est bon, c'est ouvert. C'est vous qui avez la main. Le vrai changement, c'est qu'on passe du XXe siècle au siècle de l'expert, où dans ces cas-là, vous avez l'organisation scientifique de la formation, très descendant, des experts qui disent la bonne pédagogie, qui forment les apprenants adultes qui sont infantilisés. Donc ça, c'était la façon de faire au XXe siècle, qui a bien marché, donc ce n'est pas une critique du tout, c'est pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui. Sauf que le XXIe siècle, c'est le siècle de l'apprenant. Et ça veut dire que d'un seul coup, on se dit, au lieu d'avoir un apprenant enfant, même s'il est adulte, dans ces cas-là, on se dit, c'est l'apprenant qui va faire la différence. Et donc, il va falloir faire ce qui est complètement inconnu au XXe siècle, découvrir ce qu'est un apprenant. On ne sait pas comment un apprenant apprend, et savoir comment l'apprenant fonctionne avec ce que je lui propose, et non pas comment je lui impose quelque chose, ce qui était le cas du XXe siècle. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit apparaître des choses comme les taux d'engagement. Au XXe siècle, on ne parlait pas de taux d'engagement. S'ils étaient là, ils bossaient, quoi. En plus, comme c'était fait par des gens rationnels, donc ça veut dire que tout fonctionnait bien. Maintenant, on se dit le taux d'engagement est important jusqu'à ce qu'on appelle le Graal de l'engagement, c'est-à-dire les Learner Generating Content, c'est-à-dire ce sont les apprenants eux-mêmes qui apportent du contenu, et l'animateur réagit au contenu qu'on lui apporte. Donc, c'est vraiment, il répond au problème. Et donc, ça donne une culture complètement différente qui n'est pas encore calée. On n'a pas de standard. On va avoir une dizaine d'années pendant lesquelles on n'aura pas de standards qui vont émerger. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir interroger davantage les apprenants pour leur dire, est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça correspond? Est-ce que vous avez appris? Et donc, les considérer comme des adultes, c'est que s'ils nous disent, par exemple, ce que dans les entreprises, c'est un chemin, on démarre. Hein. C'est-à-dire, dans les entreprises, par exemple, interroger sur la satisfaction des apprenants, c'est une façon de savoir si eux sont contents de leur apprentissage. Alors que dans le XXe siècle, on leur dit, d'accord, vous connaissez tous la pyramide des satisfactions, connaissances, compétences. Donc, ça veut dire qu'on mettait des experts qui venaient tout contrôler. Autrement dit, on est dans un schéma où on va devoir faire confiance à l'apprenant. On est un peu comme la cuisine quand elle était à l'époque du Michelin, qui d'un seul coup découvre la fourchette. C'est-à-dire, le Michelin sont des experts qui parlent aux experts.
entre eux qui s'entendent, ils savent ce que ça veut dire. Et d'un seul coup, on va dire, mais finalement, si on fait de la cuisine, c'est pour que les gens mangent, pour une fonction de nourriture. Donc, autant demander aux gens qui consomment. Et donc là, on se retrouve avec des apprenants, autant demander aux apprenants si ça leur a été utile. Et ça évite d'inventer des pyramides de systèmes 360 degrés, des systèmes hyper lourds à mettre en place, alors qu'en fait, demandez-leur, est-ce que ça leur a été utile? Et si on les croit suffisamment adultes pour être apprenants, dans ces cas-là, ben, leur réponse est intéressant et ça va permettre, et c'est ça le gros changement, de changer l'organisation. C'est ce qu'on appelle la boucle pédagogique. C'est que s'ils disent c'est nul, même si c'est génial, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché et donc il faut refaire le format. Si par exemple quelqu'un a du mal à s'exprimer, si on prend la vidéoification, comme on dit, l'usage des vidéos, donc ces cas-là, on prend un format qui est trop long, ben, on va le segmenter, ou un format qui est trop court, on va l'augmenter, mais on va tenter par des essais-erreurs et on va caler. Et la chance qu'on a, c'est que les apprenants sont là. Et si on leur pose des questions, et il y a des façons de faire du marketing de la formation, dans ces cas-là où justement on crée de l'interaction, dans ces cas-là, on a notre retour et on sait si notre formation est utile. Alors, je vais le faire un petit peu avec l'envie de mettre les pieds dans le plat. Très bien. Il y a, puisque tu parles tout de suite, Stéphane, du XXe siècle, ce temps ancien, eh bien, j'ai envie de revenir encore plus loin, moi. J'ai envie de revenir au début du XXe siècle et je pense qu'on va fêter l'an prochain le centenaire de Célestin Freinet. Et Célestin Freinet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place des fiches autocorrectives. C'est l'équivalent des quiz avec les ressources que l'on a aujourd'hui ou du quick learning qu'on peut avoir sur son mobile. Hein. C'est exactement la même chose. Il y a juste le digital en moins, hein, mais la posture pédagogique, elle est la même. Et il a mis aussi les élèves en leur disant créez, produisez, publiez avec l'imprimerie, qui était l'outil technologique au cœur de la pédagogie, pour pouvoir développer de la coopération, de la créativité, de l'esprit critique, parce qu'ils pouvaient lire ce qu'avaient fait les autres venant des autres écoles, et pouvant aller vraiment synthétiser tout ça au travers de leur production, qui était la responsabilité de l'Institut à l'époque étant de créer les conditions pour que les enfants puissent s'approprier les contenus, construire, produire en faisant tout le transfert. Bref, il était dans la pédagogie active de groupe en partant du postulat que l'on n'apprenait pas seul, mais qu'on apprenait en groupe et que c'était dans ces interactions, dans cette interactivité qu'allaient se développer les compétences. On est maintenant un siècle après. Il a été condamné. Il a été fortement houspillé par ses pairs, mais ça a réussi quand même à tenir parce qu'on a toujours quelques enseignants qui développent… Il y a une très très belle association dessus qui est dessus, absolument. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a inventé de nouveau aujourd'hui, un siècle après? Il est où le changement? Ou alors, au contraire, s'il n'y a pas de changement, c'est quoi l'élément fondamental dans la posture? Donc, tu aurais pu citer Nicolas Condorcet pour l'année prochaine avec son travail sur l'instruction. Enfin, la question, c'est à partir de quand ça démarre? C'est très bien. Moi, je dirais que 1,8 million d'années, première formation. Voilà, c'est quand les hominidés découvraient le silex biface, ils ont été obligés d'utiliser la feste, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que… Et donc derrière, qu'est-ce qu'on a inventé depuis? Qu'est-ce qu'on a inventé d'avant aussi? Parce que les animaux apprennent aussi. Donc, ce n'est pas tellement sur les processus d'apprentissage qui sont un peu toujours les mêmes. C'est surtout sur la forme de la formation. Et donc, c'est-à-dire qu'apprendre, c'est naturel à l'homme. On n'a pas besoin d'être formé à apprendre. Tout le monde sait apprendre. Les gens qui n'apprennent plus sont les morts. C'est-à-dire qu'ils ne réagissent plus à leur environnement et donc ils n'emmagasinent plus, etc. Donc, l'apprentissage est quelque chose de complètement naturel. C'est d'ailleurs le thème des neurosciences. Les neurosciences s'intéressent très peu à la formation, mais s'intéressent beaucoup à l'apprentissage. La formation, ce n'est pas ça du tout. C'est le fait de dire, c'est quels sont les apprentissages qui sont bien ou pas bien. C'est-à-dire que comment je socialise l'apprentissage. Et on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce qu'on appelle les paradigmes dominants. C'est-à-dire qu'il y a la bonne pensée, le mainstream, etc. Et puis il y a les mauvaises pensées. Aujourd'hui, il y a plein de mauvaises pensées. Il y a plein de personnages formidables qui ont des idées extraordinaires, mais on ne dit pas de ça chez nous. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est ce que la société va dire. Donc, sur la pédagogie, c'est pareil. L'imputabilité, pourquoi est-ce qu'il fallait apprendre pendant une journée? Pourquoi est-ce qu'il fallait 7 heures? C'est stupide. Quoi. Enfin, il n'y a pas pourquoi 7 heures et pas par exemple 3 heures.
une convention n'était pas prise en compte dans l'imputabilité. Parce que la société a dit, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, ce n'est pas plus intelligent que ça, et c'est ça qui aujourd'hui n'est pas stabilisé. Et c'est pour ça que les gens qui sont pas des aventuriers de la formation vont souffrir un peu de la formation, parce que tout simplement, on n'a pas encore nos standards. Mais ce sont des standards sociaux. Donc après, le reste, c'est toujours du collectif, et on découvre de plus en plus des façons d'apprendre. La FEST n'est pas neutre, puis je pense qu'on en parlera avec la montée en puissance des émotions, mais derrière, à un moment, on va créer un standard, et la société dira, c'est ça qui est bien. Voilà. Et donc, on reviendra à des auteurs, parce qu'en général, quand on peut dire que c'est bien, on reprend toujours des anciens pour dire que c'est légitime, mais finalement, c'est parce que la société a trouvé une équilibration sociale d'une certaine façon. Alors Hélène, l'enseignant, comment est-ce qu'il peut se réapproprier cette responsabilité de la pédagogie? Parce que finalement, si c'était ça la grande transformation aujourd'hui, c'est on remet les enseignants en position lorsqu'ils sont tout seuls devant leur ordinateur en leur disant du jour au lendemain, débrouillez-vous maintenant, même s'il y a une plateforme qui est mise en place par l'académie ou par le ministère, n'empêche que l'enseignant, il se retrouve 100% responsable de la pédagogie qu'il va avoir à déployer de la part de ses contraintes et avec ses outils digitaux. Donc, c'est quoi cette manière de réagir, de se réapproprier la pédagogie? Alors, c'est comme l'avait dit déjà Stéphane tout à l'heure pour les formateurs, les enseignants ont la liberté pédagogique aussi. Donc, c'est eux qui décident en fonction des compétences à obtenir à certains cycles de délivrer la formation comme ils le souhaitent. Comme ils le souhaitent, les contenus et aussi la manière de le faire. Donc, c'est vrai qu'ils ont cette liberté qui leur permet au quotidien de réfléchir à leur séquence et à la manière de le délivrer. Ce qui change, en effet, de mon point de vue, les technologies, elles avancent super vite. Elles changent également la société de demain. Tout le monde a entendu l'étude de Dell en 2018 qui disait que plus de 60% des métiers n'existeront pas en 2030. Bon, après, avec les distances parfois qu'il faut prendre par rapport à ces données. Mais cette information, elle est primordiale parce que oui, on doit apprendre aujourd'hui à l'école. Le rôle de l'école, c'est de préparer, d'apporter les savoirs, les compétences aux élèves pour demain, mais également les préparer à devenir les citoyens de France de demain. Donc, il y a deux paradigmes importants. Donc, quand on sait ces deux objectifs, finalement, le rôle de l'enseignant, oui, il est important de réfléchir à comment on prépare dans sa classe le citoyen de demain. Et il est seul. Ça c'est dans mon questionnaire auprès des enseignants, ça faisait partie des questions. Oui, le nombre d'enseignants qui se trouvent seuls à réagir en classe. La classe, elle est opaque. On se dit qu'avec le digital, tout est ouvert. Non, la classe est peut-être l'endroit qui est le plus fermé du monde ou de la société. Je ne sais pas comment je pourrais le dire. Mais il requiert en effet de repenser et de changer sa posture dans l'idée de prendre des informations de ce qui nous entoure pour pouvoir avancer dans notre stature aujourd'hui et dans notre métier d'aujourd'hui. Donc l'acculturation, la curiosité, les différentes formes de pédagogie, elles sont importantes à acquérir pour pouvoir évoluer dans la société, dans notre métier. Dans ce que disait Hélène, ce qui fait rebondir, c'est le fait, la détresse d'une structuration sociale où l'enseignant est seul. Voilà, et donc, on voit bien que ça, on est 20e siècle. Hein, celui qui sait, il est debout, les autres sont assis, ils prennent des notes en amphi. Donc, ça, c'est la posture idéale. On voit bien que ça peut se réinventer. Et simplement, ça nécessite de réfléchir. Pourquoi pas ce qu'on appelle l'école hors des murs quand on est sur l'école, mais de façon tout simple. Hein, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas avec une communauté apprenante? C'est-à-dire qu'on prend, alors ça dépend de la taille de l'amphi, parce qu'il y a des amphis qui sont plus importants, mais si on prend un groupe WhatsApp, c'est gratuit, donc on crée un groupe, on choisit les gens qui sont dessus, on peut aller jusqu'à 200 personnes qui suivent le groupe WhatsApp, et dans ces cas-là, on a du partage avec des questionnements qui se font soit en direct quand on fait la conférence, soit en différé, et donc on est bien sur une communauté apprenante, mais ça peut être aussi des prises de notes. Evernote montre des choses très intéressantes, des prises de notes collectives. Donc, moi, je prends mes prises de notes parce que moi, je m'y retrouve parce que j'ai ma façon de faire, mais surtout, je vois comment les autres prennent des notes.
Et donc, on peut faire ça avec des gens qui n'assistent pas en présentiel, mais qui peuvent, par exemple, dans le reste du monde, sous réserve de la langue, et ça, ce problème se résout de plus en plus, des gens qui peuvent avoir des prises de notes, des systèmes automatiques. Autrement dit, si moi, je me lève, un peu comme ça a été le cas avec les MOOC en 2008, quand effectivement, sur un sujet, la connectique et la culture, la connectique, donc des Canadiens qui se lancent en disant bah, on est 23 finalement et on travaille sur le numérique, pourquoi pas mettre tout ça en ligne, et s'est retrouvé avec 2300 personnes. Le même formateur a créé donc par là même une communauté, et donc ça veut dire que simplement, le problème qui est important, ce n'est pas tellement les outils, parce que WhatsApp sera remplacé par autre chose, etc. Il y en aura plein d'autres outils disponibles, mais ça veut dire que comment est-ce qu'on organise ça, comment est-ce qu'on fait de l'intelligence collective. Et c'est ça l'enjeu. Alors, des enseignants, donc ils doivent ne pas être seuls face à l'innovation. C'est absurde de leur demander de porter seuls. C'est très lourd et absurde, vu que la structure n'est pas capable de le porter. Pourquoi un individu serait capable de se réinventer constamment? Et puis, pareil, dans les entreprises, quand on se dit, c'est là les Learning Labs, c'est qu'on peut créer l'intelligence collective, on se réunit à plusieurs. On a Canva qui fait des choses extraordinaires. Les stories apprenantes, est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous avez fait une story apprenante? Si vous n'avez jamais fait, vous dites non, c'est nul. Mais c'est nul parce que vous n'y connaissez rien. Mais si vous l'avez fait, vous apercevez que c'est une autre façon, avec l'iconographie, d'impacter. Et si on fait des tests, on s'aperçoit que c'est assez intéressant. Alors, où on fait le test? J'entends bien, et on va revenir après sur la deuxième partie, au-delà de la conception, qui va être justement l'animation et le déploiement de la formation, quelle qu'elle soit, et peut-être la troisième, qui est l'évaluation. Mais on voit déjà émerger qu'il y a réellement des nouvelles compétences absolument indispensables à développer chez les enseignants et chez les formateurs. D'ici la fin de notre webinaire, je vais essayer de vous faire dire aussi quelles sont ces compétences. C'est quoi vraiment ces nouvelles compétences? Et je voudrais aussi que l'on puisse donner des pistes à nos participants sur c'est quoi les moyens pour pouvoir aller développer ces nouvelles compétences? Parce que vous l'avez dit tout de suite, l'enseignant, il est seul. Il est seul face à sa classe. Le formateur, il est souvent seul face à ses stagiaires. Mais en même temps, ils appartiennent tous à des institutions, à des organisations. Donc, comment, dans ce rapport entre solitude et appartenance à une organisation, on peut réussir à développer ces nouvelles compétences alors qu'il y a une pleine transformation de ce métier? Est-ce que vous, dans ce que vous croisez, dans ce que vous voyez, vous avez quelques réponses ou quelques moyens d'aider pour justement se mettre en mouvement? Alors, pour commencer, j'ai eu la chance pendant le travail de la thèse d'aller en classe. Donc, on dit la classe est fermée, mais j'ai trouvé plein d'enseignants qui m'ont ouvert leur classe. J'ai trouvé des enseignants qui étaient super curieux. Et je pense que finalement, la curiosité, c'est peut-être le premier critère ou la première compétence qu'il est nécessaire de développer. Et ça va bien au-delà donc du coup des compétences finalement qu'on appelle techniques, les hard skills. Donc c'est vraiment pour moi une compétence que je m'applique moi-même à tous les jours, m'obliger à aller regarder ce qui se passe dans le marketing, dans l'éducation. Faire de la veille. Faire de la veille. Parce qu'en faisant de la veille, je vais identifier les personnes dans mon secteur, dans mon métier, qui font des choses similaires, mais différentes. Pourquoi elles les font différemment? Est-ce que je peux prendre quelque chose? Des personnes similaires dans mon poste, mais aussi différentes, parce que c'est dans la différence. Je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de la tech. Maintenant, je travaille davantage dans le secteur de l'éducation. Et je suis impressionnée de voir les ponts que je peux faire entre les compétences que j'ai acquises dans la tech, que je peux reproduire dans l'éducation, avec des ajustements, mais que je peux finalement aussi reproduire. Donc la curiosité, c'est le point important. Je vous ai parlé de cette classe que j'ai visitée. C'était la pagaille. L'enseignante, elle voulait intégrer l'usage des robots pour apprendre l'histoire des contes. Donc, j'avais trouvé ça, l'idée assez intéressante, comment un petit robot va aider les enfants à mieux parler. Donc, je vous avoue, c'était sa première séance, c'était un peu la pagaille, les enfants surexcités, un robot, ils n'ont jamais vu ça. Très bien. Il faut quand même avoir le courage de se retrouver dans une classe qui est finalement désorganisée par rapport à ce qu'elle avait réussi à construire ces derniers mois. Donc oui, c'est aussi finalement prendre un petit peu de hauteur
accepter que ce soit pas tout parfait et que oui, il va y avoir des petits aléas, mais on va dire c'est la beauté du jeu aussi. Donc curiosité et puis comment Prise de j'ai pas risque. trouvé le mot, et prise de risque, elles sont pour moi clés dans ce rôle. Et c'est vrai que les enseignants que j'ai vus tester de nouvelles méthodes et ça va bien au-delà de la technologie, je le dis encore, elles avaient en tout cas ces deux compétences. OK. Absolument. Moi, je reprendrai les deux mêmes. Alors, comme ça, on va gagner du temps. C'est-à-dire la curiosité et le courage. Et en rajoutant quelque chose, c'est que les gens qui n'ont pas d'amis, ils doivent s'inscrire dans des associations, des Tinder professionnels, de façon à ce qu'ils rencontrent des amis, parce qu'il est absurde de penser l'individu seul. Cette notion très cartésienne, donc je pense, donc je suis, est un peu absurde dans l'idée. C'est parce que les autres pensent que je suis aussi. Et donc, dans ces cas-là, il faut recréer du collectif. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans des lieux ou s'il n'y en a pas, on se regroupe, on les crée soi-même, que ce soit quand on est intéressé sur la technologie, que ce soit sur la pédagogie, et qu'on aille ensemble porter le risque de se dire comment ça fonctionne. Alors quand on a la chance d'avoir des générations Z, des générations alpha, des gens comme ça, ces gens qui me sont étrangers, au sens premier du terme, que je ne comprends pas, mais c'est tout l'intérêt d'aller découvrir des apprenants. Je ne les comprends pas parce qu'ils ne sont pas comme moi. S'ils étaient tous comme moi, déjà, ça serait un peu terrible. Mais ça veut dire que, deuxième élément, ça voudrait dire qu'en fait, ça serait facile parce qu'on serait tous duplicables. C'est quoi les nouvelles tendances? Et donc, il faut faire cette veille avec les signaux faibles et puis de se dire que peut-être j'ai l'air ridicule, mais est-ce que ça ne vaut pas la peine? Je parlais des stories apprenantes, par exemple. Les stories apprenantes, quand on voit l'âge moyen sur TikTok, c'est 21 ans, c'est le même âge qu'on retrouve avec les gens qui rentrent dans le monde du travail. Donc, tous ceux qui travaillent avec des apprentis, tous ceux qui travaillent avec des jeunes qui rentrent dans l'entreprise, s'ils veulent leur parler de façon à être compris et non de façon à diffuser l'information, dans ces cas-là, il faut comprendre TikTok. Alors, soit on dit avec mépris, c'est nul, ça ne sert à rien. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'on ne crée pas le lien. Soit on se dit, ce n'est pas mon univers, moi je suis un vieux. Dans ces cas, comme un vieux, j'arrive et je découvre comment ça marche. Et cette idée de se dire, c'est génial de comprendre ces aliens, au sens étymologique du terme, que sont les jeunes. Et à ce moment-là, une fois que je prends ça, avec mon regard, ma profondeur et aussi mes contraintes qui sont spécifiques parce qu'il faut que ça marche, dans ces cas, je tente des choses. Et le collectif, c'est l'endroit où on peut créer quelque chose. Quand on est tout seul, il faut être sacrément construit intellectuellement. En fait, il faut être un peu sociopathe pour se dire je suis tout seul et je suis capable de franchir tous les canaux tout seul. C'est-à-dire qu'en général, tout le monde le fait en collectif. Donc, comme les organisations ne font pas le boulot, souvent, il faut le créer soi-même. Donc, la dimension de formation par les pairs. C'est la formation d'apprendre seul ensemble. Voilà, avec peut-être, j'attrape dans les mots que tu viens de dire quelque chose qui, je crois, est absolument fondamental, qui est que l'homme est un animal social qui est fait pour apprendre avec et par les autres. Et si on ne se l'applique pas à soi-même, comment peut-on l'appliquer pour nos publics cibles? Donc, ce regroupement et cette mutualisation, cet apprentissage au travers des retours d'expérience des uns des autres reste peut-être encore le meilleur moyen d'apprendre soi-même, avec aussi cette autre posture qui est une des caractéristiques de la façon d'aller apprendre et donc de former aujourd'hui, qui est d'être acteur de sa formation. Donc, ce que je veux entendre au travers de ce que vous dites tout de suite, c'est que le meilleur moyen encore pour pouvoir développer ses compétences, pour pouvoir trouver sa nouvelle place dans ces organisations avec le digital, c'est de devenir acteur de sa formation. On ne peut pas attendre des organisations qu'elles nous donnent cette formation, c'est à nous-mêmes d'aller créer nos propres conditions, ou est-ce qu'il y a quand même une responsabilité en termes des structures dans lesquelles nous travaillons? La structure, elle va faciliter, c'est vrai, l'environnement. Néanmoins, je pense que tous les murs sont aussi faits pour être détruits. Ah, tout est dit là. On a perdu les enseignants, elle est clé. Parce que... Ah, pardon, excusez-moi. Non, ça s'était figé de manière… D'accord. Donc, tous les murs sont détruits, ça c'est d'accord. Tous les murs sont faits pour être détruits. Néanmoins, c'est vrai que dans le rôle de l'enseignant, on est quand même dépendant de la classe, et c'est vrai que la classe est l'élément, est le lieu fondamental pour la transmission de l'école. Néanmoins,
Quand on a dit ça, on voit de plus en plus d'enseignants qui utilisent des technologies telles que l'usage des QR codes qui permet aux parents de poursuivre la pédagogie à la maison aussi, d'accompagner les élèves pour une présentation un petit peu plus ludique d'une session, pour permettre à des enfants qui ont déjà compris la session d'aller un petit peu plus loin. Donc, c'est vrai que la structure, et dans l'éducation nationale, le CNED, le réseau Canopé, fournit déjà énormément de contenu qui est tellement sous-exploité aujourd'hui, que ce soit par les parents ou par les enseignants, pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages. Néanmoins, ça demande une appropriation. Donc oui, il faut être acteur de son enseignement et acteur de sa transmission des savoirs. Autrement dit, il y a de plus en plus de contenu disponible, donc ça c'est intéressant. Il y en a tellement que finalement, c'est plus disponible parce qu'il y a une infobésité, on ne sait plus comment choisir, et c'est là l'intérêt du groupe. C'est là le but de la formation, c'est de se dire, on ne va pas tout prendre. Si je prends un exemple simple pour le métier de formateur, si vous êtes tout seul à faire comme d'habitude, alors vous faites comme d'habitude plus quelque chose, donc c'est-à-dire que ce n'est pas de la grosse innovation, hein, je veux dire, ce n'est pas comme ça qu'on va changer le monde, mais ça veut dire que, reprenez par exemple la montée en puissance des neurosciences. Donc, ça veut dire qu'il faut surveiller aussi les neurosciences. On parlera sans doute de la technologie après, mais on parlera aussi des neurosciences. Les neurosciences avec la contagion émotionnelle, c'est quelque chose d'extraordinaire avec la montée en puissance des émotions. Donc, ça veut dire comment est-ce que moi, on parlait d'être authentique, d'être vrai, etc., d'être crédible, tout ça, c'est des micro-signaux. Donc, une fois que j'ai découvert ça, donc je me dis très bien, les neurones miroirs chez l'homme ont été découverts en 2010. Donc, c'est quand même pas, pour la science, c'est encore très récent. Donc, ça veut dire, après, si moi, je veux le transposer d'une façon opérationnelle, qu'est-ce que je fais? J'ai la synergologie. Donc, est-ce que je dois me former à la synergologie? Est-ce que je sais ce que c'est? Donc, si je ne sais pas, il va falloir que j'y aille. Donc, je me dis, il y a peut-être des outils qui peuvent mettre au service. Je vous invite à regarder, ça fera peut-être le lien avec Zero to One Industrie, qui est une entreprise française, donc c'est pour ça que je la cite, qui fait des choses très intéressantes pour le décryptage des microsignaux, mais par une intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que ça peut me permettre, moi, de m'entraîner. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis un peu atone, si, par exemple, je ne sais pas mettre des expressions qui soient cohérentes ou je suis compliqué dans ma façon de transmettre, ou personne ne me comprend, hein, je suis tout seul, dans ces cas-là, j'apprends en travaillant avec. Donc, tous ces outils-là, si je suis tout seul à le faire, c'est la détresse humaine. C'est-à-dire, et là, je ne parle que d'une partie des neurosciences, et on découvre plein de choses chaque année. Donc là, on peut parler de la technologie, on peut parler de la pédagogie, de la sociologie. Enfin, il y a tellement de choses que moi, tout seul, je ne peux pas y arriver. Et donc, le travail, c'est bien sûr d'être acteur, de s'engager, hein, mais c'est aussi le fait de se dire, engageons-nous à plusieurs. Et on revient sur des institutions qui sont à réinventer, mais c'est des choses très simples. La communauté apprenante, on prend des Zooms, des choses comme ça, on prend Instagram, WhatsApp, des outils très, très simples. Après, il faut l'animer, il faut faire des choses, il y a des méthodologies pour que ça marche. Et donc, les retours de pratique, il y a plein de communautés apprenantes qu'on a mis en place. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, on met les gens dans une salle et puis on dit maintenant, on est tous dans la même communauté. Dans ces cas-là, faites le travail. Et donc, en fait, c'est comme si dans une salle en présentiel, on enfermait tout le monde en disant, vous parlez de management. C'est absurde. Donc, il y a un programme, il y a un animateur numérique. Et donc, c'est là où le formateur a sa place légitime. C'est qu'à un moment, le formateur qui est en présentiel, qui a créé le lien, peut faire un service après-vente quelque part, s'il le désire, dans son écosystème, pour se dire, on fait la même chose, mais après. Alors, j'ai des demandes sur le question-réponse, hein, le Q&R, où on demande concrètement, Stéphane, est-ce qu'il y a des sites, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce qu'on pourrait indiquer des liens, donner des liens sur ces fameuses communautés apprenantes, sur ces moyens d'aller voir, partager, rencontrer d'autres formateurs, d'autres enseignants? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut aussi, sur lequel on peut donner des pistes très concrètes? Oui, alors sur les enseignants, je laisserai Hélène, qui est beaucoup plus compétente que moi sur le sujet. Quand on est au niveau des responsables de formation, il y a la FEN, donc, qui est une communauté apprenante, qui est quasiment gratuite puisque c'est 24 € à l'année, et on pratique des choses. On va lancer quelque chose de très ouvert qui sera sur les formateurs en début d'année prochaine, qui est temna.fr. Qui va permettre justement de pratiquer ensemble, de dire allez-y, ça se tente, avec plein d'outils qui ne sont pas tellement exploités, qui sont hyper intéressants sur l'écosystème des formateurs. Et puis, on a aussi, quand on travaille sur les communautés apprenantes, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Jean-Michel Cornu,
qui est un des grands spécialistes en France des très grosses communautés, c'est-à-dire quand on a plus de 1000, quand on a 10 000 personnes qui travaillent sur un sujet, comment est-ce qu'on anime tout seul une communauté à 10 000? Et donc, vous avez sur sa chaîne YouTube qui est gratuite aussi, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Dans ces cas-là, vous avez plein d'outils. Et si vous voulez des outils, je cite Toth, le dieu de l'écriture, Toth Cursus, qui fait souvent des synthèses, des listes qui sont réactualisées, où vous avez énormément de choses sur lesquelles vous avez des communautés, vous avez des outils, et c'est gratuit. Hein, donc, n'hésitez pas à… Alors, une question aussi qui revient, c'est est-ce que finalement, le principal obstacle est un obstacle technique de maîtrise des technos ou est-ce que c'est autre chose? Cet aspect technique, pour moi, il est important, hein, parce que voilà, ne pas savoir utiliser Zoom, se planter dans les boutons, c'est problématique, mais ça s'apprend quelque part. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est comment on aborde, comment on parle à la caméra, comment on gère son son, comment on prépare une séquence pédagogique en tenant compte que finalement les apprenants ne sont pas en face de nous, mais derrière un écran. Comment on va interagir? Est-ce que les quiz sont comment on prépare un quiz? J'ai vu plusieurs questions sur les évaluations. Tous ces sujets-là, ils sont vraiment plus importants finalement que la technologie, parce qu'une nouvelle fois, la technologie, il y a des très bons référentiels sur Internet qui nous expliquent sur quel bouton il faut appuyer. Tout ça s'apprend en quelque sorte, même si ça demande vraiment de se mettre sur le sujet. La posture, elle est plus importante et l'usage de ces fonctionnalités, elle doit entrer dans un schéma pédagogique qui est bien plus important. Une fonctionnalité en soi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est comment on l'utilise. Donc ça, c'est pour moi le point le plus important dans ta question. Moi, je rajouterais le fait de dire qu'on a tendance en France à avoir… les gens du Nord ont cette expression, donc s'il y a des gens du Nord, peut-être qu'ils s'y retrouveront. Il y a les diseux et les faiseux. Voilà. En France, on aime bien être des diseux. Donc, on discute pendant 15 ans, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, etc. Tout ce qui est la relation apprenante, ça existe depuis 2000 en France et personne n'a quasiment rien fait. Et ceux qui ont fait des choses, c'était, on va dire, modeste pour utiliser l'art de la litote, mais ça veut dire que notre écosystème n'est pas bon comparativement au reste du monde. Donc, ça veut dire qu'à force d'en parler, ça ne sert à rien parce qu'on va choisir est-ce que c'est le bon outil, la bonne fonctionnalité. Mon idée, c'est de se dire aller directement sur la technologie pour une raison très simple, c'est que pour deux raisons. La première, c'est que c'est le frein, le blocage. Les gens disent attention, Zoom, ça marche comment? Vous embêtez pas, vous mettez dessus, vous appuyez sur le bouton, ça démarre, vous éteignez et c'est tout. Alors évidemment, on se dit c'est pas, mais il y a plein de fonctionnalités, on s'en fiche. Ça passe, c'est une classe virtuelle, on sait faire des classes en présentiel, la classe virtuelle, et puis au bout d'un moment, alors il y a ceux qui sont curieux, dès la première fois, ils vont essayer de toucher tous les boutons parce que c'est leur truc, et dans ces cas-là, ils vont apprendre, et petit à petit, ceux qui ne sont pas curieux, ils vont laisser les autres apprendre, et après, ils vont copier-coller. Mais ça veut dire que le passage à l'acte est de plus en plus difficile, et plus on explique ce qu'il faut faire, moins on passe à l'acte. Donc, plus on intellectualise, moins on passe à l'acte. L'élément, sur n'importe quel live, vous prenez un expert qui est à l'aise sur son domaine de compétences, vous le montez en puissance sur la place du live, sur les positions qu'on a, la place de la lumière, la place du son, etc. Il balise comme un malade, il devient nul parce qu'en fait, on lui a tellement monté la pression qu'il n'arrive même plus à faire des phrases. Il en fait un, il n'est peut-être pas terrible, mais c'est un point de départ, le deuxième sera meilleur, et petit à petit, c'est là où on est des faiseux. Ou des makers, quand on veut faire plus américain, c'est mieux. Allez, des makers, c'est-à-dire il faut en faire, etc. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, l'outil qu'on utilise est un prétexte, on va en utiliser un autre, il y en a un autre qui va venir, et donc petit à petit, d'outil en outil, on va progresser. Et donc, ça va lever le frein de tous les gens qui sont un peu technopathes, qui ont peur, ou qui ont besoin de beaucoup d'accompagnement pour se lancer. Et quand on a des gens qui sont capables de faire ça, petit à petit, on les amène. Et l'avantage, c'est qu'après, quand on sait faire l'outil, on se dit, voilà, on a Zoom qui est assez ergonomique. Donc, mon conseil, prenez un outil que vous aimez bien. Voilà. Même un mauvais outil que vous aimez bien, ça devient un bon outil. Parce que ce qui fait la différence, c'est ce que vous y mettez dedans. Donc, Zoom, c'est intéressant. Si je mets juste en face et je mets mes slides que je lis, je vais vous dire, d'abord, si c'est comme ça que je fais ma formation, c'est déjà nul en présentiel. Donc, en numérique, c'est encore plus nul. Mais ça veut dire qu'à partir de là, on peut très bien faire des Word Café, des tables apprenantes. Il y a toute une pédagogie qui peut se faire, qui est assez extraordinaire, que seul le numérique permet. Et petit à petit, je me dis, tiens, je n'y avais pas pensé. Et puis, il y a quelque chose, et je vais devenir créatif de ma pédagogie. Et après, tout simplement, je demande aux gens, c'était intéressant, vous avez aimé, likez, etc. Et s'ils sont contents, petit à petit, on a fait une pédagogie qui est de plus en plus en réponse aux attentes des apprenants. Alors, merci.
Oui, mais j'ai envie de vous raconter une histoire, moi. J'ai envie de vous faire réagir par rapport à ça. Euh, avec cette notion fondamentale qui est arrivée telle une avalanche au mois de mars de la continuité pédagogique, on s'est tous retrouvés confrontés, à quelque niveau que ce soit, face à ce gros problème. On parlait de continuité pédagogique, ça voulait dire on doit continuer à faire passer des contenus à des apprenants et chacun est allé creuser dans les différents outils de digitalisation permettant de transmettre des contenus. Pour les enseignants, j'ai entendu des histoires extraordinaires qui ont été vécues par des enseignants qui ont dit moi, je ne suis pas du tout technophile. Moi, je vais simplement envoyer des PDF à des enfants qui peuvent bénéficier d'un ordinateur à la maison pour pouvoir récupérer les exercices. Et comme tout le monde, ces enseignants se sont retrouvés confrontés à la grande difficulté, le vrai problème, et je pense que là, pendant le quart d'heure qui va venir, on va parler de ça, qui est ce sentiment d'abandon des apprenants qui disent moi je suis tout seul avec des contenus qui sont très bien, c'est mon instit, c'est mon prof qui me les a donnés. Donc c'est comme ce qui se passe d'habitude en classe, sauf que là je suis tout seul, je suis abandonné et donc je décroche. Et des enseignants, les mêmes, ont pris simplement les outils qu'ils maîtrisent, à savoir le téléphone. Le téléphone, et ils ont instauré un rituel d'appel téléphonique des enfants tous les jours ou tous les 2 jours, juste pour pouvoir prendre soin de ces enfants. Et les résultats, dans toutes les enquêtes qui ont été faites, ont montré que des enseignants qui n'avaient aucun recours à la techno, mais simplement aux outils qu'ils maîtrisent, à savoir le mail, le téléphone, ont eu des taux de succès en termes justement de nombre d'enfants qui n'ont pas décroché et qui ont continué et qui ont réussi vraiment à maintenir cette continuité pédagogique sans avoir recours à la moindre techno. Qu'est-ce que ça vous évoque et comment vous réagissez par rapport à ça? Alors, si je peux me permettre, moi je raisonnerais plutôt en écosystème. En fait, c'est quand on écoute les apprenants, on voit si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, est-ce que j'ai le côté humble de dire je vais changer. Mais on peut prendre le problème à l'envers en se disant, moi je réfléchis de façon avec plus multicanal, voire même cross-canal. C'est-à-dire que je suis dans ma façon de faire. Et autrement dit, au lieu de dire je fais du présentiel ou de la classe virtuelle, je commence à raisonner par un écosystème. Ça veut dire quoi concrètement? Et les indépendants seront très friands de ça parce que c'est comme ça qu'ils vont devenir riches et légitimes socialement. C'est-à-dire que je fais une formation en présentiel ou je le fais en numérique parce qu'effectivement, c'est le confinement qui a posé problème, ce n'est pas le numérique. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, une fois qu'on a fait une classe virtuelle, il y a des gens qui disent c'est pas ma façon d'apprendre. Donc, moi, j'apprends plutôt par d'autres schémas, par exemple par du coaching. Et donc, ça veut dire que je peux très bien mettre avec Calendly, par exemple, un système automatique de coaching. Ceux qui veulent du coaching cliquent dessus. Moi, je mets mes horaires disponibles, comme ça, ce n'est pas la croix à la bannière pour trouver. C'est automatique. C'est moi qui suis sur un Google, un Google Agenda ou des choses comme ça. Je dis là, je suis disponible là-dedans. Les gens disent, moi, ça m'intéresse. Je vais prendre cette option-là. Et donc, si l'option est prise dans ces cas-là, c'est automatisé. On peut faire pareil. Il y en a qui travaillent avec des textes. Moi, je travaille, par exemple, je crée des bouquins. Donc, si je crée un bouquin, je me dis, mais c'est la croix et la bannière de se faire éditer, etc. C'est assez chic quand même de faire des bouquins, ça plaît bien dans la valorisation. Donc, prenez lulu.com. Donc, lulu.com, vous restez propriétaire de votre contenu. Donc, vous faites votre bouquin physique, pas un bouquin numérique. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de manuels. Et donc, on travaille avec eux. Et donc, on leur envoie. Donc, ça veut dire que une fois que vous l'avez fait, l'impression, ça coûte 3 euros. Donc, le prix d'un bouquin, disons 23 euros, ça fait 20 euros de marge. Et donc, ça permet de faire ça. Et puis, petit à petit, je crée tout un écosystème. Ça peut être une communauté apprenante. C'est hyper intéressant de dire, pour tant d'euros, etc., je peux vous proposer un système qui vous permet, de voir comment les autres apprennent. Personne n'apprend seul. Et quand je vois que tout le monde y arrive, c'est un stimulant pour apprendre, le fameux seul ensemble. Donc, est-ce que quand moi je suis tout seul, je fais ma pédagogie, au lieu de me dire j'ai mon canal et je diffuse mon contenu, je vais commencer à prendre tous les sens qui peuvent fonctionner, voire même la voix. Enfin, on peut faire des podcasts, on peut faire des images, tout est bon. Mais je construis mon écosystème. Et donc, petit à petit, à force de faire ça, je touche plus d'apprenants. Et encore une fois, je le rappelle, on ne sait pas comment les gens apprennent. C'est là où on est vraiment. La formation, c'est du blind test.
Et ça montre bien le côté expert. L'expert sait, il balance l'expertise et c'est à l'apprenant à rentrer dans l'expertise. Ben maintenant, dans le 21e siècle, moi, je suis expert, donc il y a des choses que je connais. Je vais utiliser plein de canaux pour faire et je vais voir ce qui ne marche pas. Et c'est à partir de là que je vais choisir ma pédagogie. C'est ça qui est intéressant. Et donc, la motivation, c'est quoi? Ben, c'est la motivation des individus. Mais encore une fois, il n'y a pas d'individu qui ne se motive tout seul, sauf les sociopathes. On a tous besoin de l'autre, donc il faut recréer du collectif. Alors, soit dans l'entreprise, on a créé ces collectifs, c'est des learning labs, c'est des communautés où à certains moments, on se réunit, des choses très simples, hein, je veux dire, les mots sont un peu compliqués. Soit effectivement, bah, on le fait à l'extérieur avec des Slack, des communautés de ce type, ou des Teams, enfin, tout est bon. Et ça veut dire qu'on partage parce que le poids de l'innovation et le courage est partagé avec le nombre de la communauté. Il y a un point que tu as mentionné, Stéphane, qui est clé. Pour revenir à l'exemple partagé par Yannick, oui, on peut, et beaucoup d'enseignants ont partagé des PDF à leurs élèves. Oui, à leurs élèves. La motivation, en effet, c'est le premier critère pour apprendre. Si on n'a pas envie, on n'apprend pas. Donc, il faut être dans une situation active, d'élèves actifs, d'apprenants actifs. Et je suis persuadée que la majorité la majorité des élèves qui ont été en apprentissage à distance, il y avait une famille derrière. Il y avait la présence d'un adulte, d'autant plus dans les écoles en élémentaire, comme c'est l'enseignement que j'ai analysé. Parce que pour des élèves de moins de 12 ans, avoir envie d'apprendre, c'est pas possible. On a envie de jouer et c'est totalement normal que ces élèves, que ces enfants aient envie de jouer. On a besoin de cet adulte pour l'accompagner. Et si je le mentionne, c'est parce que Yannick, c'était ta première question, quel est le rôle de l'enseignant, quel est le rôle de l'apprenant? Eh bien, il est là le rôle de l'apprenant. L'apprenant, c'est celui qui donne envie à cet élève de vouloir apprendre plutôt que d'aller jouer. Bon, même si en jouant, on apprend. Mais c'est ce point-là. Et c'est vrai que ce contact téléphonique, malgré tout, le téléphone, c'est de la technologie, l'email, c'est de la technologie aussi, il permet de recréer ce lien et de ramener cet élève à l'apprentissage. Et finalement, les enseignants, ils le font aussi en classe. Un élève qui regarde les oiseaux parce qu'il fait très beau, il entend l'oiseau chanter, il doit également le ramener. Donc cet appel téléphonique est aussi pour le réinviter au monde de l'apprentissage. Donc, pour moi, ça revient à la première question, à savoir le rôle de l'enseignant, il est primordial dans cet apprentissage. Avec ou sans technologie, il est central. C'est absolument, c'est la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que ce que disait Mathieu Richard, il montrait que finalement, ce qui est important, ce n'est pas le message, c'est le messager. Et ça, c'est très important parce que ça change complètement de siècle. Hein. C'est le messager. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des profs un peu bizarres, un peu étranges, qui s'excitaient tout seuls sur un truc dont on se demande pourquoi ils s'excitaient. Mais comme on voyait qu'il y avait de la lumière, on se dit, il y a quelque chose de… Soit c'est un grand malade, ce qui est possible, soit il y a quelque chose que je n'ai pas compris, et ça m'intéresse parce qu'il me plaît. Il a l'air d'avoir… Et on revient à Socrate contre les sophistes, sur les formations, mais c'est la même chose, comment je réincarne les choses. Et cette contagion émotionnelle peut se travailler. Il y en a qui naturellement l'ont. Il y a des gens qui sont extraordinaires en termes de connaissances, ils sont émérites, sauf que quand regardez par exemple le Collège de France, donc je ne donne pas de nom parce que les noms m'échappent, mais ça veut dire regardez sur le Collège de France, il y en a qui sont extraordinaires, mais quand ils parlent, ils sont pénibles, aucune contagion émotionnelle. Et bien, le rôle du formateur, ça va être de donner l'envie, voilà, c'est-à-dire d'exciter les gens avec de l'engagement, avec des choses comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'engagent? Parce qu'on voit qu'on pose un univers de formation. Donc, quel que soit l'univers humain de la personne, donc c'est les micro-signaux. Aujourd'hui, on apprend à décrypter ça. D'ailleurs, c'est hyper intéressant de voir ça avec les robots. Je ne sais pas si vous avez vu Néon de Samsung au CES. Donc, c'est génial. C'est-à-dire qu'ils ont fait des agents conversationnels. Donc, c'était en 2020, hein, donc cette année. De par ce qu'ils expliquent, après, il faut creuser. Mais en tout cas, on est capable. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est passionnant? Bon, il est passionnant parce qu'en fait, il a ses micro-signaux, il secoue la tête, il a l'air d'y croire, c'est cohérent ce qu'il fait. Eh bien, tous ces micro-signaux-là ont été décryptés. Et donc, regardez, quand vous tapez Néon Néon Samsung sur Google, vous voyez à peu près, vous avez des images. C'est fait à partir de rien, c'est-à-dire qu'on imagine, ils gigotent pour rien. Et donc, vous savez, les robots dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui gêne dans les robots? C'est pour ça qu'ils ne sont pas humanoïdes. C'est qu'en fait, l'œil ne les comprend pas et il fait peur. C'est ce qu'on appelle la vallée de la peur. Et donc, en fait, demain, le robot pourra être notre ami. C'est-à-dire que tous ces micro-signaux de confiance, de crédit, de sincérité, on sait les reproduire.
Alors, ça pose plein de questions, hein, hyper angoissant, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la machine peut le faire. Et donc, ça veut dire qu'on a une possibilité de redonner l'envie de cette contagion émotionnelle. Alors, avant d'en arriver là, aujourd'hui, il faut le faire traditionnellement. Alors, justement, est-ce que l'on pourrait, pour synthétiser beaucoup de choses que vous avez pu dire, conclure en disant, à cette époque où nous sommes entourés du savoir, les sources de savoir sont absolument partout. Vous avez insisté sur toutes ces ressources de connaissances que l'on a vraiment et qui sont accessibles très facilement partout. Le rôle du formateur, de l'enseignant, n'est plus un rôle de transmetteur, mais un rôle d'accompagnateur. Est-ce que cette dimension émotionnelle, j'allais même dire affective, dans la posture du professionnel qui prend soin de l'apprenant dans sa manière d'apprendre, est-ce que c'est là le point de bascule dans la transformation du métier historique de l'enseignant et du formateur, maintenant plongé dans des dispositifs digitaux? Totalement. Totalement. Enfin, je le dis comme ça parce que à la fois, je sais que c'est comme ça qu'on doit évoluer. On est tous différents. On a tous des forces, et des compétences qui sont uniques et ensemble qui permettent de faire évoluer la société et d'avancer dans nos chemins de manière collective. Et en même temps, je me dis, le système éducatif, il est très standardisé. Donc, il ne donne pas encore suffisamment la place, vous voyez, finalement à des élèves qui sont meilleurs en création, des élèves qui sont meilleurs en français, des élèves qui sont meilleurs en maths. Donc, c'est vrai qu'on a ce standard et il faut être bon en France partout pour passer de classe, pour aller au niveau supérieur. Donc, c'est un petit peu contradictoire avec ce vers quoi je pense la société doit avancer versus le système éducatif actuel. Néanmoins, oui, Yannick, totalement, l'enseignant est un accompagnateur et il doit identifier, un formateur, il doit identifier chez chacun des individus qu'il a devant lui les compétences, les compétences qui le rendent unique et travailler sur cette dimension plutôt que de devoir rattraper un 10 dans une matière où on réussit un peu moins. On a tendance en France, je dirais, à vouloir être bon partout, et alors que on ne peut pas être bon partout, plutôt que de vouloir accentuer et devenir excellent dans un domaine qui nous tient à cœur, où on est bon, où on a envie de travailler. Et pour développer ses talents. Exactement, développer les talents. Exactement. Et donc, moi, je dirais que cette massification de la formation qui nous a été utile, hein, a laissé place à l'individualisation avec la fameuse société des individus. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on refait, à force de faire des individus, on fait des gens tristes. Hein, parce que comme disait Yannick, ça veut dire qu'à un moment, l'homme n'est pas fait pour être tout seul. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut recréer des communautés. Et donc, c'est là où on rentre dans des formats différents. Moi, je dirais que le formateur, son rôle, c'est avant même d'accompagner, c'est deux choses. C'est d'abord d'être une autorité, c'est-à-dire de faire le travail lui-même. Quand on dit, par exemple, prenez n'importe quel formateur, souvent ils sont formateurs en management, pour eux, le management, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est important comme signaux faibles? Et donc, j'identifie une cohérence de ce que je veux proposer, donc je fais de la veille. Ce qu'avant, on faisait assez peu, on avait des produits assez standards. Donc ça, il faut que je fasse de la veille. Et sur cette veille-là, je mets mon autorité. C'est-à-dire que grâce à ma veille, je dis, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je deviens, moi tout seul, une institution. Et quand j'ai fait ça, je vais choisir moi-même la façon de transmettre, je vais dire par quel canal je vais pouvoir le faire. Et puis, une fois que j'ai construit mon écosystème, à ce moment-là, ça, on est sur l'offre. Après, il faut aller à la demande. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On réenchante. La motivation des individus n'a de valeur que si elle est portée socialement. Il n'y a personne qui s'excite tout seul sur un métier. C'est quelqu'un qui va dire, ce métier, c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est un ascenseur social, parce que c'est un métier formidable. Et donc, c'est cette personne-là, et c'est ça l'accompagnement, qui, avant même de dire comment on y va exciter la personne pour lui dire c'est extraordinaire. Et donc, c'est le marketing de la formation qui fait l'œuvre. Aujourd'hui, par exemple, à quoi ça sert, je le dis avec un côté taquin, à quoi ça sert de former des experts comptables si tout le monde dit que l'expert comptable, d'ici à 3 à 5 ans, va disparaître? Donc, dès qu'ils vont sortir avec un expert comptable ou être estampillé expert comptable, ils vont disparaître. Donc, la vraie question, donc, il y a des métiers comme ça qui ne servent à rien. Donc, il faut trouver des métiers comme ça où on se dit qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est un vrai problème aujourd'hui dans une société qui est en disruption. C'est-à-dire, si on était au XXe siècle, on serait à peu près stable. Aujourd'hui, prenez le métier de caissière. Qu'est-ce qu'on fait du métier de caissière?
C'est un métier qui est apparu au siècle dernier. Alors, c'était un métier d'homme au début parce que c'était un métier sérieux et les femmes n'étaient pas sérieuses à l'époque. Donc, voilà. Et puis, petit à petit, c'est un métier qui s'est déqualifié. Aujourd'hui, on s'aperçoit bien, malgré les accords avec les partenaires sociaux, que le métier de caissier, on se pose la question, est-ce que ça va être une gondolière? Est-ce que ça va être une hôtesse d'accueil? Qu'est-ce qu'on en fait? Et aujourd'hui, il n'y a personne à 2-3 ans. À 2-3 ans. Donc, ce n'est pas de la science-fiction. À 2-3 ans, qui savent ce qu'on va en faire. Et on continue à faire des formations à la caisse. Donc, ça pose des interrogations. Et à un moment, il faut que quelqu'un se lève en disant tout seul, moi, je pense que c'est ça le chemin. Et donc, est-ce qu'il a raison? Son autorité, il va la construire avec son écosystème. Il suffit qu'il ait une communauté qui diffuse à droite à gauche sur un blog ou des choses comme ça. Ça fait un peu vieille France, blog. Mais ça veut dire que petit à petit, les gens vont le reconnaître et vont se dire c'est lui qui est une institution. Et il est fort à parier. La chance qu'on a, c'est que des formateurs tout seuls, dans des coins perdus de France, enfin connectés quand même, mais dans ces cas-là, peuvent devenir des institutions en eux-mêmes. On a de très, très belles personnalités qui sont des personnages à eux seuls. Et donc, petit à petit, quand les institutions vont se socialiser, elles vont prendre un peu sur ces personnages-là, qu'on fait le boulot, voilà, et qui ont monétisé d'ailleurs. Donc, il y a plein de possibilités, il y a plein de nouveaux outils pour monétiser. Mais ça veut dire qu'en fait, et ça va aider les institutions à se reconstruire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les institutions sont sur des standards qui sont du siècle dernier, mais pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas? Pas parce qu'ils sont stupides, c'est parce qu'en fait, l'organisation ne sait pas comment se changer, et donc on ne sait pas dans quelle direction faire, et la seule façon de faire, c'est ce qu'on a fait avec le confinement, qui a été une chance pour l'éducation nationale, ça veut dire que tout le monde passe au numérique. Et donc c'est hyper violent, mais c'est hyper violent parce qu'on a discuté pendant le temps sans rien faire. Et donc je reviens à ma différence entre les diseux et les faiseux. Il faut que les gens, on les entraîne sur ce que Wikipédia appelle des bacs à sable, on fasse des choses comme ça, on a le droit de se planter, et puis au bout d'un moment, j'apprends en me disant c'est génial, et moi j'apprends comme un vieux, donc je le dis très clairement, les jeunes, ils papillonnent, ils picorent à droite à gauche, moi j'apprends en me disant je vais travailler cet outil-là, je découvre petit à petit, step by step, donc comme un vieux, mais à la fin, quand j'ai compris, après je peux transmettre. Voilà. Et donc, toutes ces méthodologies-là, il faut socialement l'organiser. Et si la société ne le fait pas pour vous, parce que c'est vrai que les enseignants, pour avoir beaucoup restructuré des écoles, ils sont magiques. Alors, il y a de tout et de rien, hein. Bien sûr, il y a des gens qui sont feignants comme partout, mais ça veut dire qu'il y a une vraie envie d'aller dans ce sens-là. Et donc, souvent, vous montez une communauté, mettez un Slack, c'est gratuit, vous mettez à l'extérieur avec 3-4 enseignants, vous avez déjà 3-4 personnes qui travaillent sur un sujet. Et donc, c'est magique. On essaye, ça veut dire que si chacun travaille sur un sujet, on a déjà 4 outils qu'on maîtrise. Quand même pas mal. Et comme je vois que l'autre, il y arrive, je me dis, si lui, il y arrive, le père à père que disait Yannick, si lui, il y arrive, moi, je vais y arriver. Et on n'est pas à l'abri qu'il m'aide. Et quand moi, j'ai compris, à ce moment-là, je vais réenchanter les gens en leur disant, c'est génial. Et donc, ce qui est important, c'est redonner de la saveur au savoir. Voilà, ça, c'est le métier du formateur. Un beau Bon, message. alors pour conclure, parce que ça y est, on a bouclé, hein, si je devais vous demander, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que l'enseignant, le formateur, tel la chenille, va être capable d'aller se métamorphoser pour aller se réinventer dans de nouvelles fonctions, dans un avenir digital qui ne soit pas réduit simplement à de la visioconférence, à du Zoom, à toute cette mauvaise farce à laquelle nous avons pu assister, hein, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que pour beaucoup d'apprenants qui étaient très très éloignés du digital, ce qu'ils ont vécu pendant cette année, c'est le mauvais côté du digital. Ils ont vécu la distanciation sociale, l'abandon de l'auto-formation et la mauvaise formation descendante qui est passée du présentiel à la classe virtuelle dans laquelle on a à subir quelqu'un qui parle et qui balance des slides. Donc ça, c'est le côté tout à fait négatif. Mais le côté positif, vous en avez évoqué bien des aspects, c'est un potentiel, c'est un réservoir de nouvelles postures de celui qui va concevoir, s'intéresser à la manière d'apprendre, accompagner. Ce sont tout autant de facettes d'un nouveau métier à inventer. Donc, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes encore émerveillé et enthousiaste par cette résurgence de nouvelles compétences, ou est-ce que vous êtes un petit peu pessimiste par rapport à des organisations qui vont avoir du mal à s'adapter? Alors moi, de toute façon, deux personnalités, je suis toujours optimiste. Donc je reste optimiste. Pardon. Par contre, c'est vrai que dans l'éducation nationale, il est nécessaire, à mon avis, de motiver
et de mettre en valeur tous ces individus qui se donnent de manière incroyable à 200, 300%, et de le mettre en avant. Parce que ça manque de motivation à mon avis. Et pour avoir vu des exemples impressionnants d'enseignants qui faisaient des trucs que j'avais moi-même jamais vus, alors que je suis dans la tech, dans le marketing, donc très ouverte sur les technologies, je me suis dit, j'étais impressionnée. Donc oui, je tends à être optimiste. J'ai besoin et nous avons besoin de l'éducation nationale pour motiver ces individus qui se mettent en avant, enfin pas qui se mettent, qui développent leur curiosité pour montrer le chemin à tous les autres. Parce que c'est ça aussi, c'est comment en effet on va profiter du potentiel et de la posture de ces enseignants pour montrer la voie aux autres qui n'osent pas ou qui ne veulent pas ou qui ont peur. Il y a des pionniers qui inspirent et c'est important. Et je pense qu'on va mettre après en ligne, on partagera des sources, des ressources, de choses pour vous aider à suivre le mouvement. Et pour toi, Stéphane ? Alors, si dans un monde qui change, on n'est pas optimiste, dans ces cas-là, on devient dépressif. Donc, ça devient obligatoire d'être optimiste. Donc, ça se travaille, l'optimisme. Il y a une dotation initiale, il y en a qui sont mieux dotés que d'autres. Il y a des aventuriers, on estime à peu près à 10% les aventuriers dans un groupe social. Donc, moi, je fais plutôt partie des aventuriers. Je suis à l'aise quand je fais des choses qui n'existent pas. La réalité, c'est de montrer pour moi deux choses. La première, ça répond à quelque chose que j'ai bien aimé sur les poissons qui ont la capacité de monter sur l'arbre. J'ai bien aimé cette remarque dessus. On avait fait un test justement sur les enseignements. On s'était aperçu que quand la maîtresse disait à des enfants que finalement les enfants qui avaient les yeux bleus, et je suis assez d'accord avec cette idée au demeurant, sont plus intelligents que les autres, dans ces cas-là, on s'apercevait qu'en test du QI, ils avaient de meilleurs résultats. C'est le halo. Et donc, et inversement, quand ça doit marcher avec les autres, à vérifier quand même. Donc, ça veut dire que, mais au final, quand il y a quelqu'un qui donne de la valeur au travail des autres, alors à ce moment-là, ça les incite. C'est ça la société. Voilà, c'est ça qui fait social. C'est-à-dire que quand on parle d'organisation, il faut donner de la valeur à des choses qui émergent. Elles n'émergent pas, on ne prend pas au tout venant, on organise les éléments. C'est-à-dire à la fin, on va tous dans le même sens, ça doit être des aventures, mais ça doit être écrit de façon affective. Le grand changement du XXIe siècle, c'est la montée en puissance de l'émotion. Donc, c'est les pédagogies affectives. Vous avez Damasio, vous avez Nakache qui a montré plein de belles choses là-dessus. Et Damasio a fait des choses très intéressantes sur la formation, ce qui est très, très rare, les gens qui font des neurosciences sur la formation. Donc, impeccable. Donc, ça veut dire quoi? Grosso modo, on se retrouve face à, aujourd'hui, en même situation que la Renaissance. C'est-à-dire que moi, j'aime bien Maffezoli qui pose dans ce temps-là. La Renaissance, alors il y a ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, il y a toujours des gens qui discutent pour pas grand-chose. Mais par contre, le basculement se fait. Donc aujourd'hui, la vraie question qu'on se retrouve, c'est qu'on va aller dans le numérique. Le numérique repose toutes les questions, ce que Yannick disait, des choses toutes simples, mais qui existent depuis une éternité, mais on les réinterroge, on les regarde différemment. C'est pour ça que moi, je vous invite à regarder tous ceux qui ne parlent pas de la même façon, parce que déjà, s'ils n'ont pas les mêmes mots, ils n'ont peut-être pas les mêmes idées, et donc ça permet de regarder différemment la même chose, et derrière, de voir socialement ce qui émerge. Parce qu'au final, quand on va voir dans cette renaissance, on va voir apparaître plein de choses qui posent des questions. Dans la formation, se pose la question, par exemple, du transhumanisme qu'on n'a pas abordé ou des choses comme ça. C'est-à-dire que, alors, il y a ceux qui disent « j'en veux pas parce que c'est nul ». Très bien. Ça, ce sont des gens qui sont des réfractaires, donc des freins au changement. Mais de toute façon, le changement, on y va. Et j'aime bien cette phrase de Alice au Pays des Merveilles, qui était Alice au Pays des Merveilles, c'est une critique du rationalisme. Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir, le tome 2, quand elle passe de l'autre côté du miroir, elle voit la reine rouge qui court, et donc elle court, et puis elle court avec la reine rouge, parce que quand même c'était une femme d'autorité, et donc elle court avec la reine rouge, et puis évidemment elle voit que les arbres ne bougent pas, et elle lui dit, mais pourquoi est-ce qu'on court vu qu'on n'avance pas? Et la reine rouge dit, ici on court non pas pour avancer, mais pour ne pas reculer. Et le vrai enjeu de la formation, c'est le fait de dire soit on décide de ne pas courir, et c'est notre choix sociétal, et donc une nation a le droit de retourner à une décroissance, mais ça veut dire qu'on laisse la main aux Américains et aux Chinois. Eric Schmidt l'a très bien montré dans sa façon de faire. Donc ça veut dire que soit on joue le rôle que la France a avec Condorcet, qu'on avait cité en amont, avec Condorcet, c'est-à-dire qu'on a une voix avec la francophonie. Il y a quand même 300 millions de francophones dans le monde. Donc, la France ne fait pas le boulot aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais d'un écosystème médiocre. Donc, ça veut dire qu'elle ne fait pas le boulot. S'il y en a quelques-uns qui le tentent, on peut construire des plateformes. Et aujourd'hui, on parlait de Zoom, qui est un très, très bel exemple. C'est une petite boîte qui ressemble à rien. D'un seul coup, elle a remis au pas tous les GAFAM. Et aujourd'hui, je vous rappelle qu'elle a la même capitalisation boursière que Netflix.
Autrement dit, quelqu'un qui se bouge et qui fait des choses, au lieu de dire qu'il va faire des choses, dans ces cas-là, il peut changer. On n'est pas à l'abri et les Français et l'écosystème français est attendu dans le monde entier. Et ceux qui ont la chance de voyager un peu, comme nous avons tous un peu la chance de le faire, voient qu'on dit pourquoi la France ne fait pas le boulot, nous on l'attend. Et donc, ça veut dire que si on n'est pas optimiste aujourd'hui, où il y a plein de gens qui nous attendent, il y a juste à faire, et qu'on voit qu'il y a énormément de choses gratuites, simplement il faut se regrouper à plusieurs pour le faire, franchement, le message, trouvez des amis, puisque c'est la période de Noël, trouvez des amis, allez sur un Tinder professionnel, quel que soit votre Tinder, trouvez des gens avec qui vous bossez, et à ce moment-là, faites des choses, construisez des choses ensemble. Merci Stéphane, merci Hélène, c'est passionnant. Pour conclure tout ça, je veux redire que le Learning Show, c'est une communauté apprenante. C'est la fonction même de pourquoi le Learning Show a été inventé il y a 5 ans pour justement permettre à ces différentes professions, enseignants, formateurs, responsables d'organismes de formation, financeurs de cet écosystème, de pouvoir faire tomber les silos, faire que tout le monde se retrouve, que tout le monde puisse échanger. Je veux aussi citer ces organisations qui sont en train de naître un petit peu partout sur le territoire et dans les dom-toms, qui regroupent les acteurs de l'écosystème pour faire des territoires apprenants. Il y a dans le Grand Ouest le cluster EdTech Grand Ouest qui regroupe aussi bien des formateurs, des enseignants, mais aussi des responsables d'organismes, des financeurs, des entreprises EdTech, parce que c'est tout cet écosystème-là qui se mobilise pour faciliter et les apprentissages, les montées en compétences des uns et des autres. C'est aussi la fonction d'EdTech France qui regroupe les entreprises et qui, autour de ces entreprises, cherchent à non pas simplement vendre leurs produits, ce ne sont pas les grands méchants loups, mais à accompagner ces montées en compétences, ces transformations de société dans lesquelles chacun va pouvoir trouver encore mieux sa place, encore être mieux valorisé dans ses compétences et faire de nos sociétés une société apprenante, parce que ça, c'est sûr, c'est le défi que nous avons tous à relever ensemble. Je vous remercie pour votre participation et vous donne un rendez-vous au prochain webinaire de Learning Show. Et merci beaucoup Hélène, beaucoup Stéphane, et à très bientôt pour continuer Avec ces une échanges. petite remarque, est-ce qu'on peut donner, enfin n'hésite pas, parce que j'ai vu qu'il y avait des demandes à donner mes coordonnées, mon mail, de façon à ce que si des gens sont intéressés, avec plaisir. Absolument, et on va vous mettre tout ça en ligne avec le replay, avec tous les éléments et des réponses avec des éléments concrets pour les outils, les liens, etc. Merci beaucoup et au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne journée.